Et j'ai reçu de la part de M. Olivier Faure et des membres du groupe de la Nouvelle Gauche une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6 de notre règlement. Je passe désormais la parole à M. Boris Vallaud pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Monsieur Vallaud, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous ne vous étonnerez pas que le groupe Nouvelle Gauche exprime à nouveau ses désaccords, ses inquiétudes, ses déceptions. Nos désaccords demeurent, nos inquiétudes se réalisent et nos déceptions se confirment. Cette réforme passe à côté de l'essentiel. Ce n'est pas une révolution copernicienne, ce n'est pas, quoi que vous puissiez proclamer, la plus grande des réformes du Code du travail depuis René Coty. Mais c'est un élément supplémentaire d'une politique libérale qui, selon nous, accroîtra les inégalités. Après 30 ans durant lesquels nous avons eu à arbitrer entre inflation et chômage, vous nous demandez désormais d'arbitrer entre chômage et mini-job. Vous y voyez un progrès alors que c'est pour nous un renoncement tragique et coupable. Si vous me permettez cet emprunt, cette réforme est un peu feignante. Elle n'affronte aucun des grands sujets de notre société, aucun des grands défis de notre pays. Vous n'affrontez pas, par exemple, dans un pays qui connaît beaucoup de mini-jobs et de CDD de courte durée, la question de la qualité de l'emploi, de la pauvreté au travail, des inégalités. Vous en prenez même acte et vous semblez les encourager avec la facilitation des licenciements, avec les ruptures conventionnelles collectives et même avec les CDI de chantier, au sujet desquels on pourrait demander à ceux qui les défendent, et la question vous rappellera quelque chose, s'ils en voudraient pour eux-mêmes. Je suis certain du contraire. La seule promesse que vous tenez, c'est celle, je le crains, de la démocratisation de la précarité au travail. Vous manquez aussi le rendez-vous du dialogue social. Vous nous aviez demandé de vous faire confiance sur ce plan-là comme sur beaucoup d'autres, mais de l'avis unanime des organisations syndicales, le rendez-vous est manqué. Vous avez en réalité fait droit à la conception la plus rétrograde, en renvoyant le dialogue social à une simple relation sociale dans l'entreprise, et l'on croirait à certains égards entendre le président du MEDEF lorsqu'il prétend que lorsqu'il dialogue avec ses salariés, il fait déjà du dialogue social. Il n'y a rien sur la codécision, en dépit des amendements que nous avons déposés sur les administrateurs salariés. Vous avez également évité d'affronter le sujet majeur de la révolution numérique qui n'a donné à voir qu'une part d'elle-même. La semaine où vous présentiez ces ordonnances, il y avait des manifestations des salariés de chez Deliveroo, mais votre projet ne consacre pas une ligne à ces questions des travailleurs des plateformes. Sur la certaine d'amendements que nous avons déposés en commission, vous n'en avez adopté qu'un seul, mais je voudrais néanmoins vous en remercier parce qu'il est vrai que ça aurait pu être pire. Vous n'êtes ni de droite ni de gauche, mais c'est pourtant bien à la droite de cet hémicycle que se votera vos ordonnances. Je voudrais à présent revenir sur les éléments majeurs que celles-ci contiennent et qui justifient aujourd'hui notre demande de renvoi en commission. La première ordonnance que nous examinons fixe un nouveau cadre de la négociation collective. Pour nous, elle constitue surtout un véritable contournement des partenaires sociaux. Par cette ordonnance, vous nous dites vouloir renforcer le dialogue en accordant plus de place à la négociation collective et en renforçant ses acteurs. Donner plus de place à la négociation collective, d'une certaine manière, vous le faites, mais vous le faites sans les syndicats, sans les intermédiaires indispensables à la négociation que sont les représentants du personnel. Cette intervention des représentants, Madame la Ministre, n'a pas été créée et conçue par hasard. Elle garantit d'un côté l'indépendance des négociateurs par rapport à l'employeur pour assurer l'égalité dans la négociation, et de l'autre côté, elle permet de s'assurer que ces négociateurs défendront bien les intérêts collectifs des salariés et non leurs intérêts propres. Cette négociation par des intermédiaires est un élément de base de la négociation et du dialogue social pour que celle-ci soit loyale, indépendante, équilibrée. Pourtant, que faites-vous dans cette ordonnance? Vous exonérez l'employeur de toute recherche d'un interlocuteur syndical et vous le poussez même, dans bien des circonstances, à agir seul. Dans les entreprises de moins de 20 salariés, vous incitez l'employeur à décider unilatéralement en lui permettant de proposer un projet d'accord qu'il a établi tout seul à ses salariés qui pourront le valider par référendum. En commission, vous avez même fait droit à un amendement qui nous inquiète, qui autorise le monopole total
du conseil d'entreprise. C'est une suppression, à notre sens, pure et simple de la représentation syndicale en les intégrant au sein du comité social et économique. Je voudrais dire que cet amendement semble oublier la différence qu'il y a entre élus et délégués syndicaux. Le premier représente les salariés quand les seconds représentent les syndicats. Et les intérêts qu'ils défendent ne se recoupent pas étroitement. Prenons un exemple concret. Les syndicats sont recevables à agir en justice contre l'employeur qui ouvre le dimanche sans autorisation, quand bien même les salariés auraient donné leur accord pour travailler le dimanche. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que l'intérêt collectif n'est pas l'intention des intérêts individuels, ce qui explique la dualité des fonctions. Mais ce postulat de départ, vous ne le partagez pas, et son rejet explique qu'au nécessaire renforcement du dialogue social dans les petites entreprises, vous répondiez en proposant le monologue patronal. Seul, de son propre chef, sans avoir à consulter une organisation syndicale ou un représentant, l'employeur pourra proposer un projet d'accord à ses salariés. Vous renvoyez en fait la négociation sociale à une simple relation sociale. Vous nous renvoyez à la version du dialogue social du patronat du XIXe siècle dans le secteur du textile. En effet, vous n'envisagez plus les négociations collectives d'entreprise comme un processus formel reposant sur un engagement mutuel des parties, telle qu'elle avait été formulée par les lois Auroux de 1982. Les syndicats ne sont désormais plus d'un partenaire permettant par la négociation d'allier compétitivité de l'entreprise et droits nouveaux pour les salariés. Nous le regrettons et ce n'est évidemment pas notre vision. Dans les entreprises de moins de 20 salariés, vous décidez purement et simplement de supprimer le droit d'être représenté à un tiers des salariés, lesquels ne pourront plus être correctement défendus. Et nous ne sommes pas les seuls à le dénoncer. Les syndicats unanimes, les syndicats réformistes aussi, ont fait part de leurs inquiétudes sur ces ordonnances, ce qui les fâche, et je citerai la représentante de la CFDT que nous avons eu le plaisir d'auditionner en commission des affaires sociales. Elle dit pour ce qui nous concerne, ce qui nous inquiète dans la première et dans la deuxième ordonnance, ce qui nous inquiète, c'est tout ce qui concerne le dialogue social dans la première et dans la deuxième ordonnance, c'est-à-dire à peu près l'intégralité de ces deux ordonnances. Mes chers collègues, au lieu de faire confiance aux acteurs pour arriver à un compromis satisfaisant pour tous, vous adoptez une vision d'un autre temps. Le dialogue social est un mal, certes parfois nécessaire, mais un mal quand même. Dans les petites entreprises, vous faites même un choix encore plus radical. Vous enjambez les organisations syndicales et les représentants du personnel. La modernité que vous portez en bandoulière est trahie en actes par le retour à un lointain passé, alors que face aux attentes des salariés, aux défis de l'ubérisation, de la numérisation, de la robotisation, il est temps d'ouvrir de nouveaux espaces de concertation, de négociation et de codécision. Vous faites des femmes et des hommes les seules variables d'ajustement d'un monde qui change. Mais il n'y a aucune fatalité à ce que seuls les actionnaires décident de la stratégie d'une entreprise. Nous avons proposé à plusieurs occasions l'examen dans ce texte de la possibilité d'accroître le nombre d'administrateurs salariés dans les grandes entreprises. Vous n'y avez pas fait droit. Que ce soit dans ce texte ou à travers une proposition de loi que nous déposerons dans quelques jours, nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Et c'est dans ce climat de défiance à l'égard des syndicats que votre deuxième ordonnance traite de la place donnée aux acteurs du dialogue social et aux moyens qui leur sont accordés. Lors des auditions, tous les syndicats, sans exception, ont rappelé le déséquilibre profond de votre texte entre flexibilité et sécurité. La vérité, c'est que personne ne le réclamait et personne ne s'en satisfait. Vous ne cessez de renvoyer la négociation au plus près du terrain en nous demandant de vous faire confiance et vous vous obstinez à réduire les prérogatives et les droits accordés aux représentants des salariés. Je voudrais en citer quelques exemples. D'abord, la disparition sèche du CHSCT pour lui préférer la création d'une commission spécifique santé, sécurité et conditions de travail qui ne sera obligatoire que dans certains cas. Ensuite, l'inquiétante suppression du droit d'alerte dans les entreprises de moins de 50 salariés pour lesquelles vous avez même supprimé ce droit d'alerte en cas de danger grave et imminent tel que le harcèlement. Enfin, la remise en cause incompréhensible du droit et de l'accès aux expertises qui sont pourtant un outil essentiel à un dialogue social de qualité. À chaque fois que nous vous avons alerté, vous avez fait valoir le bon sens, le vôtre, l'expérience, la vôtre, mais tout cela ne saurait valoir étude d'impact ou étude statistique. Madame la ministre, au défi de l'implantation syndicale, du renforcement du dialogue syndical et de son développement dans l'entreprise, vous auriez pu répondre différemment. En développant les commissions paritaires régionales interprofessionnelles
que vous préférez laisser péricliter. En instaurant le chèque syndical qui permettrait de renforcer le taux de syndicalisation, partant du principe que les salariés auront envie d'adhérer à un syndicat dès lors qu'ils participeront à son financement. En proposant des mesures de lutte contre les discriminations syndicales, en organisant des élections dans les TPE, comme le fait l'Allemagne. En réalité, vous n'avez rien fait de tout cela. Au premier, vous répondez qu'elle ne fonctionne pas alors que l'encre qui en a dessiné les contours est à peine sèche. Au deuxième, vous avez renoncé alors que le président de la République en avait fait une priorité de son programme présidentiel. Le président des promesses tenues, ce sont des promesses tenues à géométrie variable. Au troisième, vous nous renvoyez un groupe de travail qui a surtout été formé pour répondre au mécontentement de tous les syndicats après la publication de vos ordonnances. Au quatrième, vous n'avez pas même songé, le modèle allemand, la référence à ce modèle étant là aussi à géométrie variable. La réalité de la présence syndicale dans les entreprises est trop faible. Contrairement à ce que vous affichez, vous ne voyez pas le dialogue social comme un facteur d'amélioration des conditions de travail et de meilleure compétitivité, mais vous cédez à la pression patronale, en tout cas d'un certain nombre de leurs représentants, qui nous l'ont dit dans les auditions auxquelles nous avons procédé, lorsqu'ils formulaient les choses de façon explicite, je les cite, « Nous adhérons à votre réforme tant qu'elle ne fait pas rentrer les syndicats chez nous ». Pourtant, la présence syndicale est nécessaire. Les chiffres et les analyses de votre ministère en attestent. Là où il y a des délégués syndicaux, il y a du dialogue social et des négociations. En effet, le taux de négociation est de 70% en présence de délégués syndicaux, quand il chute à 42% en leur absence. Une statistique très intéressante, qui prouve bien que nous avons besoin des syndicats dans l'entreprise. Et cette nécessité est rendue encore plus nécessaire par une autre statistique, implacable, alors que 90% des employeurs pensent que les salariés sont en mesure de défendre directement leurs intérêts, seuls 45% de ces mêmes salariés partagent cet avis. Il y a bien une divergence de point de vue entre ces acteurs de l'entreprise. En affaiblissant, voire en contournant les syndicats, vous faites un choix clair, celui de la relation sociale dans l'entreprise, plutôt que celui du dialogue social. Ça n'est pas un progrès. À cette vision rétrograde du dialogue social, vos ordonnances convoquent ensuite un autre principe. Il faut pouvoir licencier plus facilement pour embaucher plus facilement, en particulier dans les TPE. Pourtant, une fois encore, les chiffres montrent que votre diagnostic est erroné. Le dernier baromètre fiducial IFOP indique que seuls 9% des chefs d'entreprise de TPE souhaitent que le licenciement soit plus sécurisé et 6% d'entre eux souhaitent que les indemnités prud'homales soient plafonnées. En revanche, ils sont bien 40% à souhaiter une baisse des cotisations patronales et salariales et 31% d'entre eux ne demandent aucune mesure pour la simple et bonne raison qu'ils ne souhaitent pas embaucher. Mais dans cette étude, ils sont surtout 71% à se sentir mal informés sur votre réforme alors que vous proclamez qu'elle a été conçue pour eux. Alors nous allons essayer, dans les débats qui s'ouvrent, de les éclairer sur vos intentions. Vous leur proposez d'abord de plafonner les indemnités prud'homales en cas de licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse en introduisant des minima et des maxima. Par cette mesure, vous instaurez un droit au licenciement abusif. Vous êtes fi d'un des principes fondamentaux du droit, obligeant celui qui, par sa faute, a commis un préjudice à le réparer intégralement. Pour atténuer cette mesure, vous avez annoncé, lors du débat d'habilitation en juillet, une hausse de 25% de l'indemnité légale de licenciement. Et nous nous en étions félicités. Mais le décret d'application de septembre revient en partie sur cette mesure, puisque l'augmentation n'est de 25% que jusqu'à 10 ans d'ancienneté. Au-delà, le supplément d'indemnisation devient régressif. Là aussi, on ne peut pas considérer que la promesse soit pleinement tenue. Dans les petites entreprises, dont je rappelle que seuls 6% d'entre elles réclament cette mesure, vous prévoyez des indemnités particulièrement réduites pour les salariés. Vous considérez qu'un salarié d'une TPE doit être moins bien traité qu'un salarié d'une grande entreprise ou d'une entreprise de taille intermédiaire. Prenons l'exemple d'un salarié ayant 6 ans d'ancienneté. Il ne pourra prétendre qu'à 1 mois et demi de salaire lorsqu'il aura été licencié pour un motif abusif. Avec vos plafonds, si vous avez en réalité moins de 6 ans d'ancienneté, vous n'avez guère d'intérêt à saisir la justice puisque vos indemnités couvriront à peine les frais d'avocat. Voilà la réalité de votre barème, loin des pratiques des tribunaux de prud'homme jusqu'à aujourd'hui. Une mesure d'autant plus injuste quand on sait que l'ancienneté moyenne des salariés est plus faible dans les petites entreprises que dans les grandes et très souvent inférieure à 6 ans. Ensuite, vous réduisez le périmètre d'appréciation de la cause économique. Avant, le juge appréciait la réalité de la cause économique du licenciement, de le périmètre de l'ensemble des entreprises du groupe.
appartenant au même secteur d'activité à l'échelle mondiale. Au motif que ce serait un frein à l'investissement étranger, vous avez décidé de limiter l'appréciation au seul périmètre national, et nous le regrettons. Enfin, vous créez les ruptures conventionnelles collectives dans le cadre d'un PSE. Invité de dernière minute de la réforme, dénoncée par l'ensemble des organisations syndicales qui craignent pour les salariés les plus âgés, cette mesure permettra à l'employeur de ne pas avoir à justifier d'un motif économique et le salarié ne bénéficiera pas de droits en matière de reclassement interne, de congés de reclassement et autres contrats de sécurisation professionnelle ou encore de priorité de réembauche. Toutes ces mesures, Madame la Ministre, poursuivent le même objectif: rendre le licenciement moins coûteux pour l'employeur, réduire les risques juridiques qui y sont associés, voire éviter d'avoir recours aux procédures de licenciement économique collectif. D'autres mesures pourraient être évoquées ici. Je sais que le débat parlementaire permettra un examen approfondi de l'ensemble de ces mesures. Vous convoquez l'intérêt des petites entreprises pour faire passer des mesures qui ne répondent pourtant pas à leurs attentes. Les chiffres que j'ai donnés sont clairs et qui sont en fait des demandes patronales formulées par les plus grandes entreprises. Nous le regrettons. Nous regrettons ce manque de franchise et ce TPE washing. À cette flexibilité accrue s'accompagne une réduction des droits des salariés. C'est tout particulièrement le cas, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, en ce qui concerne le compte de prévention de la pénibilité. La pénibilité est caractérisée par le fait d'être ou d'avoir été exposé au cours de son parcours professionnel à un ou plusieurs risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables, irréversibles sur la santé. Ces facteurs sont déterminés par décret. Avec cette ordonnance, vous proposez de supprimer le compte personnel de prévention de la pénibilité pour lui préférer un compte qui nous renvoie aux prémices des réflexions et des négociations sur cette question fondamentale. Le rapporteur, sans nous convaincre, n'a eu de cesse de nous renvoyer à l'opposition entre droit réel et droit formel pour justifier les régressions proposées. Il a d'ailleurs fait sur d'autres sujets que celui du compte pénibilité, mais restons sur ce thème-là. Je voudrais rappeler que le C3P n'est pas un droit théorique. Il est un droit réel. Depuis l'entrée en vigueur en 2015 du dispositif, près d'1 million de comptes pénibilité ont été ouverts. Un tiers d'entre eux sont crédités de 4 points, un autre tiers de 8 points. Peu de personnes sont parties en retraite de manière anticipée, mais cela est dû en particulier au fait que l'utilisation des points n'était possible qu'à partir de 2016 et que les entreprises ont largement pratiqué dans l'attente la sous-déclaration. Madame la ministre, au-delà des chiffres, nous traitons d'un sujet grave. Les expositions à la pénibilité en France sont particulièrement importantes. Le travail de nuit, l'exposition aux mouvements répétitifs, le port de charges lourdes, l'exposition aux produits chimiques, les températures extrêmes, les postures douloureuses, autant d'expositions importantes que vous sortez du dispositif en renvoyant à une visite médicale en fin de carrière qui change radicalement la philosophie du dispositif, la réparation et plus la prévention. Le C3P visait à inciter les entreprises à améliorer les conditions de travail, pas seulement à permettre aux actifs, dans des métiers pénibles, de partir plus tôt à la retraite. Et voilà que vous réduisez de 10 à 6 le nombre des facteurs pour lesquels les modalités de déclaration ne changent pas. Aussi, existe le principe du pollueur-payeur. Vous chargez désormais la branche accidents du travail et maladies professionnelles de gérer les dépenses à la gestion du compte professionnel, là où le financement par la création d'un fonds financé par 2 cotisations patronales traduisait la solidarité interprofessionnelle qui doit s'exercer au titre d'un risque qui, même concentré sur certains secteurs et types d'activités, reste inhérent à l'activité économique. Elle permettait aussi de responsabiliser les employeurs en les incitant financièrement à se mobiliser. Si ceux-ci souhaitaient payer des cotisations moins élevées, ils pouvaient réduire l'exposition de leurs salariés aux risques considérés. De plus, avec le renvoi de la mesure à l'exposition des 3 critères dits ergonomiques à une visite médicale a posteriori, vous nous avez fait faire un bond de 7 ans en arrière. Pour bénéficier d'un départ en cécité, les travailleurs exposés devront s'être vus reconnaître une incapacité permanente du fait de leurs conditions de travail égales ou supérieures à 10%, et ce sans conditions spécifiques quant à une durée d'exposition. La réalité, c'est que les personnes vont donc se retrouver désormais en position d'invalidité et vous en transférez de fait le coût sur l'assurance maladie, vous le mutualisez et vous exonérez de payer les entreprises qui exposent leurs salariés. Je tiens d'ailleurs à souligner que c'est une terrible injustice entre les employeurs, entre les bons élèves, qui ne sera plus incités à le rester, et ceux qui sont des cancres et qui pourront le demeurer. Mes chers collègues, vous avez tourné le dos à 2 éléments essentiels dans cette réforme, la justice sociale et l'égalité entre les employeurs. Vous
passer d'un système de prévention à un système de réparation, à un petit système de réparation, tout en transférant à la collectivité le coût de votre C2P. Enfin, je voudrais revenir sur les risques juridiques que comporte votre texte au regard de la Constitution et des conventions internationales ratifiées par la France. La première inquiétude concerne le contournement des partenaires sociaux et le renforcement du pouvoir unilatéral de l'employeur. Le projet de loi d'habilitation n'autorisait que la validation d'un accord et non pas d'un projet d'accord qui n'est pas le fruit d'une négociation préalable. Votre disposition, à notre sens, excède le champ de l'habilitation. De plus, ces dispositions, celles que je viens d'évoquer, violent le principe de participation prévu à l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, ainsi que le principe de liberté syndicale garanti par l'alinéa 6 de ce même préambule. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Ce principe de participation est violé à double titre. D'abord par l'absence de toute négociation collective préalable au projet soumis à référendum. Ensuite, parce que vous mettez les représentants des travailleurs à l'écart. La seconde inquiétude concerne le conseil d'entreprise. On pouvait déjà s'interroger sur la constitutionnalité et la conventionnalité de celui-ci, en ce que le texte énonçait qu'il était seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise à l'exception de quelques cas. Selon nous, selon plusieurs organisations syndicales, cette disposition constitue une restriction excessive au principe de liberté syndicale et à l'alinéa 6 que j'évoquais tout à l'heure, mais également pourrait être jugée contraire à la Convention numéro 135 de l'OIT. En effet, dans sa décision du 6 novembre 1996, le Conseil constitutionnel, vous le savez, avait considéré à propos de la négociation avec d'autres agents dans les entreprises dépourvues de délégués syndicales qu'il résulte des alinéas 6 et 8 du préambule que si le monopole syndical de négociation n'a pas valeur constitutionnelle, les syndicats ont une vocation naturelle à négocier et à conclure des accords collectifs et qu'en conséquence, que ce sont conformes à la Constitution les dispositions instituant ces autres agents que si elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'intervention des organisations syndicales. Or, le monopole accordé au Conseil d'entreprise nous paraît y faire désormais obstacle. Enfin, Madame la Ministre, je voudrais soulever un point de méthode concernant ces ordonnances. Lors d'une conférence organisée par un cabinet d'avocats spécialisé en droit social le 15 novembre dernier, le conseiller social du Premier ministre affirmait qu'il y aurait une ordonnance numéro 6, puis une ordonnance numéro 7, et peut-être même une ordonnance numéro 8 pour corriger les coquilles. Lors de l'examen en commission de ce projet de loi de ratification, vous affirmiez qu'il n'y aurait qu'une 6e ordonnance, dont je vous cite, « La majeure partie sera consacrée à des renvois techniques et à des toilettages nécessaires pour assurer une mise en cohérence. Sur quelques points, des éléments ont pu être mal rédigés, conduisant donc à un défaut de compréhension. Jusqu'à présent, 2 cas ont été repérés. » Le conseiller social du Premier ministre parle de 3 ordonnances supplémentaires quand vous ne faites état que d'une seule. Qui dit la vérité? Qu'en est-il, Madame la Ministre? De plus, vous indiquiez à la représentation nationale que votre ordonnance serait connue avant la commission mixte paritaire et la ratification finale des ordonnances que nous examinons dès à présent. Là encore, si c'est bien le représentant de Matignon qui a raison, je ne vois pas comment nous pourrions tenir ces engagements. Je vous demande de ce point de vue-là des éclaircissements. Mes chers collègues, Madame la Ministre, ces ordonnances sont fainéantes, dangereuses, régressives à bien des égards. Elles n'établissent aucun droit nouveau pour les salariés. Elles n'entendent pas satisfaire ce désir d'autonomie des individus dans la construction de leur parcours professionnel et dans la conciliation de leur vie personnelle, tout en apportant des sécurités et des garanties collectives. Elles ne rééquilibrent pas non plus les rapports de force déséquilibrés dans l'entreprise, notamment avec la montée en puissance de leur financiarisation. Elles ne réconcilient pas les besoins des entreprises et des salariés dans un monde qui change. Non, elles ne comportent rien de tout cela. C'est les raisons pour lesquelles, mes chers collègues, nous vous invitons à voter pour cette motion de renvoi en commission pour nous remettre au travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vallaud. Madame la Ministre, souhaitez-vous intervenir? En ce qui concerne, je ne répondrai pas sur le fond, mais juste sur la méthode, puisqu'il y avait une question chez le député Brice-Vallaud sur la méthode. Alors, l'ordonnance de cohérence légistique, dite ordonnance numéro 6, sera publiée d'ici la fin de l'année et elle est bien celle qui était prévue dans la loi d'habilitation. Donc, elle contiendra 2 types de dispositions.
La première, c'est la mise en cohérence du code, notamment, il y a beaucoup de renvois à d'autres codes qui ne pouvaient pas être faits techniquement dans les délais de cet été, qui sont maintenant en cours de finalisation. C'est ce que nous avions annoncé et prévu dans le cadre de l'habitation. Deuxièmement, dans cette ordonnance, il y aura quelques précisions et ajustements très limités qui nécessitent une entrée en vigueur rapide. Pour l'instant, il n'y en a que 2 qui ont été repérés. Le premier, c'est l'absence de limite à la négociation pour le conseil d'entreprise, car c'est un amendement qui a été adopté en commission et que nous souhaiterions voir pouvoir rentrer en vigueur rapidement suite à son adoption. Donc, évidemment, on ne peut pas le prévoir cet été. Et le deuxième, c'est les modalités de maintien des salariés qui partent en formation syndicale, les maintiens du salaire. La rédaction était imprécise et donc il convient de le corriger. Il n'y a pas de changement de fond, mais nous souhaitons le corriger. Donc voilà ce qu'il y aura dans l'ordonnance 6. Et ensuite, l'ordonnance, il y aura une ordonnance sur le détachement suite la négociation de la directive détachée. Il y aura une ordonnance sur le détachement des travailleurs qui viendra plus tard. Nous n'avons pas encore le calendrier, mais nous avions prévu dans la loi d'habilitation de pouvoir le faire, ce qui permettra d'aller sur un texte. Il faudra convenir à quel moment nous le ferons. Voilà en gros les éléments de méthode que je voulais préciser. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, vous ne souhaitez pas intervenir. J'ai reçu des demandes d'explication de vote et je vais passer, concernant donc cette motion de renvoi, la parole à Monsieur Guillaume Chiche pour le groupe de La République En Marche. Monsieur Chiche, vous avez la parole pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Monsieur Vallaud, nous avons beaucoup en commun. Lors de nos travaux en commission, vous avez souvent rappelé l'importance d'encourager le dialogue social et le débat démocratique, et j'ai la conviction que c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous faisons d'ailleurs actuellement. Ces échanges et ces discussions, nous les avons eus pendant plusieurs jours, les semaines passées, et je comprends que vous puissiez souhaiter retourner en commission où nous avons pu aborder l'ensemble des sujets dans le cadre d'un débat de bonne qualité, mais je ne partage pas votre demande. En commission, nous avons par exemple précisé que le plafonnement des indemnités prud'homales ne s'appliquerait pas en cas de rupture de contrat due à des manquements graves de l'employeur. Je pense en particulier au cas de harcèlement moral, sexuel ou au cas de discrimination. En commission toujours, nous avons permis aux entreprises de lancer des plans de départ volontaires autonomes en dehors des plans sociaux où l'accord doit prévoir le niveau d'indemnité de tous les salariés volontaires alors que jusqu'à là, la séparation à l'amiable n'était conclue qu'individuellement. C'est un droit supplémentaire. Nous avons également sécurisé l'augmentation des indemnités légales de licenciement. On parle d'une hausse de 25% de cette indemnité, ça a été rappelé par Madame la Ministre. En commission, enfin, nous avons adopté un amendement qui ouvre le dispositif de formation des membres du CSE aux représentants de proximité. Cet amendement, vous vous en souvenez forcément, car c'était le vôtre. Et donc, vous avez participé à l'enrichissement du présent projet de loi. Le débat en commission, il a été honoré et il a été riche. Et ce soir, vous voulez recréer un clivage politicien là où les Français attendent des réponses concrètes. Les mesures de ce texte, elles sont attendues par les entreprises et par les salariés qui la composent. Il est désormais de notre responsabilité de les engager. Et comme je le disais, je comprends que vous ayez tant apprécié nos débats en commission, que vous souhaiteriez y retourner, mais je vous le dis sans détour, chers collègues, il est temps de dire stop au débat en commission et de le laisser prendre toute sa place en entreprise. Merci. J'en appellerai ainsi au rejet de votre motion de renvoi. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume Chiche. Pour le groupe des Républicains, la parole est à Gilles Lurton. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous ne voterons pas cette motion de renvoi en commission présentée par le groupe La Nouvelle Gauche. D'abord parce que nous pensons que dans l'entreprise, un dialogue peut s'instaurer entre le salarié et l'employeur et que ce sont les deux personnes les plus capables de se parler, d'avoir un dialogue de qualité